Muganiwa Gabi. De son passage à Kinshasa, il a tenu à rencontrer la presse pour communiquer sur sa province, dirigée de main de maître par le gouverneur, par celui qu'on a baptisé Magufuli du Sud Kivu. J'ai cité le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadi. Alors le ministre Didier Muganiwa va présenter la situation de la province en général depuis l'avènement du gouverneur Purusi. Et nous vous signalons que cette conférence de presse est retransmise en direct à la radio Maendeleo de Bukavu. Voici comment se présente le programme de ce jour. Nous allons tout d'abord passer la parole à son Excellence Didier Muganiwa pour son allocution. Après viendra la série des questions-réponses. Sans plus tarder, Excellence, vous avez la parole. Merci de m'accorder la parole. Alors, je vais commencer par contextualiser la raison pour laquelle nous nous retrouvons ensemble pour discuter de certaines questions au Sud Kivu. Je suis du passage ici à Kinshasa, aux côtés de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, représenter la province du Sud Kivu au Salon mondial sur l'élevage et l'agriculture qui se tiendra à Rennes du 17 au 20 de ce mois. Voilà pourquoi, en attente de mon visa et au regard des questions d'actualité au Sud Kivu, nous avons estimé ensemble qu'il serait important que nous puissions rencontrer la presse pour essayer d'éclairer la lanterne de notre public et de l'opinion local, national et international sur le mode de gestion imprimé par le nouveau patron de la province du Sud Kivu. Voilà un peu le contexte qui a prévalu à l'organisation de cette conférence de presse. Y revenant concrètement, mesdames et messieurs, le chevalier de la prime du micro, distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur d'être devant vous ce jour et de m'entretenir avec vous dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion, tant locale, nationale qu'internationale, sur la nouvelle marque de gestion de la République telle qu'imprimée par son Excellence, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur de Provence du Sud Kivu. Il approche qu'aussi est mise en œuvre dans le strict respect de la vision du président de la République chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour sa détermination à faire de la République démocratique du Congo un pays fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et envie de progrès, un pays plus uni, plus fort et plus prospère. En effet, la République démocratique du Congo, modifiée et complétée à ces jours, a opté pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques et locales, en créant 3 niveaux de pouvoir, en l'occurrence le pouvoir central, le pouvoir provincial et celui local. Ces choix stratégiques a doté aux provinces et aux entités territoriales décentralisées la personnalité juridique. Ça, c'est l'article 3 de notre Constitution. Les provinces et les entités territoriales centralisées sont gérées par les organes locaux et jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Il est reconnu la responsabilité de planifier leur développement, de prendre en charge le développement socio-économique dans les collectivités et par conséquent d'en assurer la coordination, le suivi et l'évaluation. Par ailleurs, ces dispositions pertinentes de la Constitution sont renforcées par les articles 5, 104 et 105 de la loi organique numéro 08/12 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement
des entités territoriales décentralisées ainsi que les rapports avec l'État et les provinces. Chers amis de la presse, vous êtes sans ignorer qu'en date du 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo a organisé son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Ce processus a conduit au suffrage indirect à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu en date du 2 mai 2024. Avant son investiture, les nouveaux gouvernements provinciaux avaient, conformément aux dispositions de l'article 198 de notre Constitution, présenté et défendu devant l'Assemblée provinciale son programme afin d'en obtenir l'approbation. Cet ambitieux programme, qui rentre dans la ligne droite de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vise les objectifs ci-après. Primo, l'instauration d'une gouvernance transparente et d'un leadership au service du développement. La relance du secteur productif et l'assurance de l'emploi. Tertio, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain. Quarto, la revitalisation du réseau provincial d'infrastructures. Et quinto, l'amélioration du cadre de vie des populations Sud-Kivu. Dans la mise en œuvre progressive de cet ambitieux programme, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a commencé par remettre de l'ordre dans différents secteurs de la vie socio-économique de la population Sud-Kivu. C'est dans ces cadres que s'inscrivent les décisions courageuses prises dans les secteurs miniers, dans les secteurs fonciers et dans les secteurs de mobilisation des recettes de la province, à travers notamment la suspension des activités minières sur l'ensemble de la province dans l'objectif de promouvoir la bonne gouvernance du secteur au Sud-Kivu. L'interdiction de morcellement de ventes, cession de parcelles du domaine public et privé de l'État, on sait y compris la démolition et la modification des immeubles y construits, les emprises publiques et les rives de la province du Sud-Kivu en vue de rétablir l'État congolais dans ses droits. La surséance des contrats de partenariat public-privé conclus entre la province et les tiers ayant entraîné le clientélisme, l'instabilité des institutions provinciales et la déchirure du tissu social de population de Sud-Kivu. La suspension de tous les chefs de division de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, deux PMR impliqués dans l'écoulage des recettes de la province, un peu comme la DGRK ici à Kinshasa. En fait, la suspension des directeurs et des directeurs adjoints de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, ainsi que tous les cadres de la chaîne de dépenses du gouvernorat de province du Sud-Kivu. Ces mesures ayant été prises, il s'en est suivi un tollé de réactions critiques venues de tous bords. Les hymnes encourageant et soutenant l'autorité provinciale pour cette bravoure visant à sortir le Sud-Kivu dans les gouffres où ses prédécesseurs l'avaient plongé. Les autres, critiquant négativement au motif qu'il s'agirait de mesures impopulaires, et la plupart des critiques négatives venaient de dépendants de toutes les personnes physiques et morales frappées par ces différentes mesures. Toujours dans l'objectif de redonner de l'espoir aux populations de Sud-Kivu, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a procédé à une série d'itinérances dans les 3 communes de la ville de Bukavu, dans les territoires de Kalihi, Uvira, Kabare et Chabunda, où, malheureusement, je parle de Chabunda, territoire où un sac de ciment qui coûte $9 à Bukavu est revendu à $110 suite au délabrement très avancé des infrastructures routières déconnectant ainsi les chefs de la province de ces territoires. Il y a lieu de préciser que le vol le plus cher au monde est celui de Bukavu-Chabunda,
où le prix pour un billet d'avion est fixé entre 280 et 330 $ américains sur un trajet de 37 à 40 minutes de vol. Connaissant les priorités de la population de Sud-Kivu, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est aussitôt son gouvernement investi, impliqué dans le suivi de projets financés depuis 2015 par le gouvernement de la République, mais qui avait connu un grand retard dans l'exécution de travaux. Pour preuve, en 7 ans, seulement 7 km ont été réalisés, soit 1 km par an. Ayant constaté cette légèreté de la société Sino-Hydro, l'autorité provinciale a donné des instructions fermes menaçant même de résilier les contrats. Ce qui a contraint cette société de travailler jour et nuit, et le résultat actuellement est encourageant. Car 2 mois seulement après la prise de pouvoir par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, cette route est déjà asphaltée jusqu'à 24 km, soit 17 km en seulement 2 mois. Dans le même ordre d'idée, les travaux jadis arrêtés depuis fin 2022 sur la route Place Moulamba à Mani et Marchengo Bakimouti à Mwumba ont finalement repris. Et le résultat actuel est que cette route est entièrement asphaltée, fruit du strict suivi de l'autorité provinciale. Pour en venir au feuilleton suspension des activités minières, il faut noter que plus de 500 entreprises et coopératives minières opèrent au Sud-Kivu. La plupart à capitaux chinois, ne respectant aucune procédure légale telle que prévue par le code minier et ses mesures d'application, notamment le règlement minier. C'est pourquoi le gouverneur de province a, dans le but de remettre de l'ordre dans ces secteurs, posé un certain nombre de conditions pour qu'une société ou entreprise minière puisse désormais opérer au Sud-Kivu. Voilà, c'est conformer à ces exigences de l'autorité provinciale. Certaines entreprises ont non seulement commencé à payer les droits et taxes dus à l'État, mais également commencé à ouvrir certains axes routiers à l'intérieur de la province, notamment à Fizi, à Mwenga et à Chabouda. Dans le domaine de l'assainissement, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, est à pied d'œuvre avec une société devant collecter et transformer les déchets mélangés en pavés pour la reconstruction de la voirie urbaine, d'une part, et d'autre part, en engrais organique pour la relance du secteur agricole. L'objectif étant de réduire la dépendance alimentaire de la province aux produits de première nécessité d'origine étrangère, étant donné que le Sud-Kivu est une province à vocation agricole au regard de ces milieux de terres arables disponibles dans chaque territoire. Déterminé à faire du Sud-Kivu une province totalement indépendante du point de vue de l'importation des produits de première nécessité, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a lancé, par l'étrigement de son ministre provincial en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la campagne agricole dans les zones de Minova et Bouniakiri en territoire décalé la semaine dernière. Cette campagne suivie de la distribution des intrants et semences continue jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Bientôt, moi personnellement, de retour en province, je vais immédiatement reprendre le programme et les calendriers déterminés à matérialiser la volonté du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors du FOCAC 2024 à Pékin, le 5 septembre de ce mois, a déclaré la revanche du sol sur les sous-sols en 7 heures. J'ouvre mes frontières sans paiement de frais de douane pour l'importation de produits venant des 33 pays africains avec lesquels nous avons signé des accords. En outre, animé par un esprit voué au service de sa population, en faisant du problème de cette dernière sa préoccupation prioritaire, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, entend monter une usine de production des emballages biodégradables à Bukavu, en vue d'éviter contre l'utilisation des sachets et autres enveloppes non biodégradables qui polluent notre environnement en général
et la biodiversité du lac Kivu et de la rivière Ruzizi en particulier. En matière de lutte contre l'insécurité dans la ville de Bukavu et des 3 communes aussitôt installées, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a lancé le projet d'installation de 3000 lampadaires pour répondre à cette urgence constatée lors de ses missions d'itinérance. Ce même projet sera exécuté avec un rond complémentaire de 3000 lampadaires dans les 3 autres villes d'Uvira, Baraka et Kamituga. Je vais ajouter en disant que depuis les 2 derniers mois, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a réussi à supprimer toutes les barrières qui se trouvaient à l'intérieur de la province, justement pour permettre aux populations du Sud Kivu de circuler librement avec assurance d'être protégées par les éléments de la police nationale. Dans le volet reconstruction de la voirie urbaine, je suis fier de vous annoncer que les avenues Kasai, Materdei, Kindu, l'avenue des ouvriers de la montagne en Gouba, ainsi que toutes les avenues de la Botte, les sièges des institutions provinciales, sont actuellement en pleine reconstruction sous la houlette de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province du Sud Kivu, qui ne ménage aucun effort pour redonner des sourires aux populations du Sud Kivu, longtemps oubliées par les anciens dirigeants aux appétits gloutons qui foulaient au pied l'intérêt supérieur de la population, devenir ainsi le cheval de bataille du nouveau locataire de Niamora. Dans le secteur de la justice, il faut noter que pour garantir de bonnes conditions de détention aux prévenus, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a supprimé tous les frais jadis payés par le visiteur de prisonniers et a procédé par l'installation de caméras de surveillance, réduisant ainsi les cas de torture, des traitements inhumains et dégradants de prisonniers dans les différents établissements pénitentiaires au Sud Kivu. Dans les mêmes ordres d'idées, une commission est à pied d'œuvre également pour identifier tous les cas de détenus pour de faits bénins, afin de collaborer avec les différents parquets de sa juridiction au fin d'obtenir la main levée de leur détention et par conséquent désengorger les prisons du Sud Kivu. Au chapitre de la lutte contre l'impunité, des magistrats impliqués dans les trafics illicites de minerais ont été arrêtés et transférés ici à Kinshasa pour avoir tenté de détourner des kilos d'or durant cette période de suspension de ces activités au Sud Kivu. En outre, pour assainir le climat des affaires, porter leur contribution à la reconstruction de la province, des marches jadis bloquées par les anciens dirigeants de la province. Le club des pétroliers ayant constaté la bonne volonté de la nouvelle autorité provinciale n'a pas hésité d'apporter sa contribution au développement de la province du Sud Kivu, car un compromis a été trouvé entre les 2 parties pour prélever 60 francs par litre de carburant vendu au Sud Kivu. Dans les secteurs de finance au Sud Kivu, avant l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki, la province pouvait mobiliser jusqu'à 600 000 $ le mois, alors que l'enveloppe salariale était estimée à plus de 861 000 $. Ce qui contraignait la province à faire recours aux emprunts bancaires ou privés pour payer les salaires des agents. Mais depuis l'avènement du gouverneur Jean-Jacques Porossi à la tête de la province du Sud Kivu, les recettes ont considérablement augmenté, passant de 600 000 vers 1 200 000 pour le mois de juillet et de 1 200 000 vers 1 500 000 pour le mois d'août 2024. Tenant à rencontrer les objectifs de son programme, concernant notamment l'instauration
d'une gouvernance transparente et d'un leadership au service du développement, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi, a, des mois après son arrivée à la tête de la province du Sud-Kivu, organisé une grande activité le dimanche 8 septembre 2024 au stade de la Concorde de Katoudou. Cette activité a permis à plusieurs milliers de Bukaviennes et Bukaviens venus de 8 territoires et des 3 communes de la ville de Bukavu pour assister à un exercice de redevabilité d'un gouverneur de province en République démocratique du Congo, une première depuis l'indépendance de notre pays. Cet exercice a été à la fois l'occasion pour le gouverneur de province de rendre compte à ses administrés afin de les inciter à payer les droits et taxes dus à l'État et à la province. Mais c'était également la matérialisation de la rétrocession de la province en faveur des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu pour la toute première fois de l'histoire de la loi sur la décentralisation, je parle de la loi de 2008, une partie de leur rétrocession sur les recettes fiscales et non fiscales. À ce sujet, le gouverneur de province a donné des instructions claires aux bénéficiaires de cette rétrocession dans le sens de financer réellement un projet unique dans chaque territoire à caractère communautaire et, entre autres, l'obligation de rendre compte après l'exécution de ces projets. L'opinion publique, tant locale, nationale qu'internationale, retiendra qu'un gouverneur de province en RDC, sans aucune contrainte, s'est décidé de faire face à ses administrés pour les écouter, réfléchir ensemble sur les solutions durables qui vont booster le développement de la province du Sud-Kivu. Ceci témoigne également de la bonne volonté manifeste de l'autorité provinciale d'asseoir une bonne collaboration avec l'Assemblée provinciale pour la stabilité des institutions, la solidarité et la cohésion entre les membres de son gouvernement, sa proximité avec son vice-gouverneur, sa détermination à promouvoir l'unité, la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils du Sud-Kivu. C'est aussi une manifestation de la bonne collaboration visible avec le membre du corps. C'est aussi la preuve de son engagement à coopérer et rester respectueux vis-à-vis de ses engagements avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, membres du gouvernement provincial. Cela illustre aussi la simplicité et la proximité de l'actuelle autorité provinciale avec ses administrés. La répartition équitable de postes de responsabilité entre les familles politiques en tenant surtout compte de la méritocratie. La géopolitique au sein de son gouvernement provincial et la représentation de toutes les couches sociales de la population du Sud-Kivu, notamment les personnes vivant avec handicap, les bords, tel qu'il l'a déclaré le 8 septembre 2024 au stade de la Concorde. On ne peut donc douter de sa rigueur pour l'atteinte des résultats tels que repris dans les programmes gouvernementaux, ainsi que son insistance sur la bonne et transparente gestion de la res publica. Tout ceci fait de lui celui qu'on appelle désormais et affectueusement le Magufuli du Sud-Kivu, un modèle de gouvernance dont les autres dirigeants de province devraient copier pour garantir un développement harmonieux de nos différentes entités. Comme pour illustrer par des exemples palpables et lancer un signal fort dans les chefs des responsables de différents services tant provinciaux que nationaux exerçant en province du Sud-Kivu, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a pris
en date du 9 septembre 2024 une décision très courageuse, celle de révoquer un membre de son gouvernement pour violation de consigne. Il faut retenir que ce membre est également un haut cadre de sa famille politique, ce qui doit servir d'exemple à tous celui qui se vertuerait de violer intentionnellement les dispositions légales et réglementaires ainsi que les instructions faites par l'autorité provinciale. Tous ceux qui ont trempé dans les détournements, la corruption, la vente de maisons de l'État, l'exploitation illicite de minerais au site Kivu sont donc avertis, car ils subiront la juste et froide rigueur de la loi tant que l'actuel gouverneur continuera à présider à la destinée de la population du site Kivu. In fine, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Bouroussi, renouvelle son engagement et celui du gouvernement provincial du site Kivu à accompagner le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, gage de la remise de notre pays sur la voie de la reconstruction et du développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu. Je vous remercie. Attention de Son Excellence, Monsieur le ministre provincial, porte-parole du gouvernement du Sud Kivu. Alors, nous allons demander à Monsieur Kaboué de ACP. Nous allons procéder à la série de questions-réponses. Nous allons prendre une première série de 3. Puis, Oscar Bissimois, Congo 26 Télévision. Monsieur le ministre, je profite pour vous féliciter pour votre nomination dans le gouvernement aussi. Vous avez dit que le gouverneur a choisi la méritocratie comme style de sélection et la conférence de ce jour est une preuve qu'à la communication, on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai deux petites questions. La première, monsieur le ministre, vous avez souligné un problème, vous avez révélé un problème très sérieux, une escroquerie à grande échelle, où le billet d'avion Bukavu-Chabunda coûte entre 280 et 330 $ pour un trajet de 30 à 40 minutes. Monsieur le gouverneur, plutôt monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait pendant ces 100 jours, ou qu'est-ce qu'il compte faire pour pouvoir répondre à ce problème? La deuxième question, monsieur le ministre, vous venez de totaliser 100 jours à la tête de la province et du gouvernement. Vous avez accompli beaucoup de réalisations qui sont saluées partout par la population du Sud Kivu, qui d'ailleurs venait de reprendre à surnommer le gouverneur le Magufuli du Sud Kivu. Pourtant, les informations à notre possession sont... Je ne la poserai plus, mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la province du Sud Kivu est dirigée par Kinshasa, c'est-à-dire que par l'AM de l'AFDC, le professeur Modeste Bahati? Merci. Excellence. J'ai deux petites questions. Moi, c'est M. Ben Israël Toumba. Je suis journaliste à Bosolo Télévision. La première question, elle sera consacrée suite à ce que vous avez énuméré ici, ce que l'actuel gouverneur a fait au niveau du Sud Kivu, probablement sur le plan sécuritaire et de justice. Vous avez parlé de plusieurs réalisations. Mais je venais de lire un article tout à l'heure. Lorsque vous parlez de la suppression de quelques barrières dans certains territoires du Sud Kivu, il y a moins de 2 jours où l'on venait de voir sur net une fillette de 13 ans qui a été abattue par les soi-disant Wazalendo. Nous sommes dans le secteur de Itombwe, je crois que vous vous rappellerez bien.
Et cette fillette a été abattue par les Wazalendo du fait qu'elle n'avait pas payé les 500 francs qui étaient exigés à cette barrière. Comment alors conciliez-vous ce que vous venez parler tout à l'heure de la suppression de barrières, alors qu'on parle de l'insécurité qui continue à battre les records avec la tuerie de cette jeune fille en tant que porte-parole du gouvernement? La deuxième question, c'est Fauchon qui passe autour de la révocation de la ministre provinciale des Finances. D'aucuns pensent, Excellence, qu'il y a un mécontentement entre l'actuel patron du Sud Kivu ainsi que ses alliés de l'UDPS. C'est vrai qu'il y a un certain moment où il y a eu beaucoup de langues qui se sont fait entendre en rapport avec le mécontentement qui régnait au sein de votre formation politique, qui est la FDC. Et on sent une main noire, selon certaines langues, derrière la révocation de la ministre des Finances. Est-ce que vous êtes d'avis que c'est parce que vous n'êtes pas satisfait convenablement avec l'UDPS, qui est votre allié de taille, qui a eu cette révocation de la ministre des Finances? Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions posées. J'espère que vous les posez avec la bonne volonté et l'intention de pouvoir construire et d'accompagner la vision telle qu'imprimée par son Excellence Monsieur le gouverneur de province Jean-Jacques Porosi Saleki. Par contre, la première préoccupation, Monsieur le Congo 26 a posé la question sur une escroquerie à grande échelle au regard du prix du voyage de Bukavu à Chabunda qui va entre 280 et 330 $ le billet sur un trajet de 35 à 40 minutes de vol. Et là, il a posé la question: qu'est-ce que le gouverneur de province a prévu faire pour démanteler ces réseaux qui actuellement n'arrivent pas à aider les opérateurs économiques du Sud Kivu à investir dans ces secteurs? Eh bien, la réponse est claire. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, 3 semaines après son installation comme gouverneur de province au Sud Kivu, a organisé une première itinérance à Chabunda. Arrivé à Chabunda, on pourrait entendre dans l'opinion que cela fait exactement jour pour jour 37 ans que la population de Chabunda n'a plus vu un gouverneur de province. Je parle de 37 ans durables. C'est seulement pour eux qui venaient de fouler encore son pied dans ces territoires. Arrivé sur les terrains, avec d'ailleurs la poussière qu'il y a lorsque tous ces petits appareils parviennent à... Lorsque tous ces appareils arrivent à atterrissent à Chabunda, avec de la poussière qu'il y a, ça impacte même négativement sur la santé de population aux alentours. Ce qui fait que le gouverneur, quand il est arrivé, il a essayé de discuter avec les responsables et les propriétaires de ces petits appareils, parce que ce sont de privés. Il n'existe pas un service officiel de l'État congolais qui opère sur cet endroit. Alors, des retours à Bukavu, le chef-lieu des institutions provinciales, son Excellence Monsieur le gouverneur a convoqué une réunion avec les propriétaires de tous ces petits avions pour discuter avec eux sur la possibilité de réduire tant soit peu au minimum jusqu'à 150 $
le prix pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir investir dans ces secteurs. Mais je vais revenir sur une question très principale. C'est le problème lié au délabrement très avancé de la route Kita-Bukavu jusqu'à Chabunda. Nous sommes sur la route nationale numéro 10. Donc la province est coupée de ces territoires. C'est comme ça que tout se passe désormais par avion. J'ai tout simplement parlé du prix à 500 francs congolais et revendu là-bas à 11 000 francs une bouteille de 0,5 litres. Vous imaginez la misère dans laquelle se trouve cette population. Donc un carton ou une box de 24 bouteilles est vendue à Bukavu au prix de 5 $, soit 14 000. Mais arrivé à Chabunda, c'est maintenant une bouteille sur les 24 qui est vendue à 11 000 francs. Vous imaginez la vie que mènent ces compatriotes qui sont des Congolais comme nous qui vivons ici à Kinshasa. Alors, le gouverneur a pris de mesures. Il a discuté avec l'ensemble des propriétaires de tous ces avions pour voir dans quelle mesure ils pourraient aller jusqu'à réduire leur prix. Certes qu'il y a une commission qui est à pied d'œuvre pour que les mesures que le gouverneur a prises puissent être d'application stricte. Vous parlez des 100 jours. Quel est le blocage pour la sortie des membres du cabinet du gouverneur et du cabinet du ministre? Je voudrais apporter une précision, un correctif. L'exercice de redevabilité que son Excellence Monsieur le gouverneur de province a organisé les dimanches 8 septembre, ce n'était pas un exercice lié à son bilan de ces 100 premiers jours. Il n'a pas encore été 100 jours à la tête de la province. Je voudrais donner cette précision. C'est justement 2 mois après la prise de pouvoir du gouverneur qu'il a estimé pouvoir faire face à la population pour rendre compte, parce que pour lui, le pouvoir qu'il débat, son patron, c'est cette population. Et c'est pour ça qu'il veut à tout prix que cette population soit au courant de ce qui se fait, être à son écoute pour lui permettre de comprendre exactement quelles sont les priorités de la population afin que les recettes qui ont été mobilisées de part et d'autre puissent financer les projets d'investissement en lien avec ces priorités. Revenons maintenant sur la question principale. Qu'est-ce qui bloque les cabinets? Plusieurs questions ont été posées à son Excellence Monsieur le gouverneur par rapport à cet aspect. Et le gouverneur de province a été clair en disant que les anciens membres qui travaillaient avec les gouverneurs sortants, ils sont des compatriotes au même titre que ceux qui vont intégrer avec lui. Il n'était pas pressé de procéder immédiatement par les remplacements, parce qu'il devrait se renseigner et avoir une idée claire par rapport à comment l'ancien régime fonctionnait, et que donc pour lui, le fait de travailler avec cette ancienne équipe pour les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler, c'était une bonne façon de comprendre le rouage et la manière avec laquelle ses prédécesseurs étaient en train de gérer la République. Il a ajouté lui-même en disant que quand il a posé certaines questions de curiosité à tous ces membres de l'ancien régime, il s'est avéré qu'il y a des personnes ou des catégories de personnes qui ont été oubliées dans la formation des cabinets de personnes vivant avec handicap. C'est notamment la catégorie de personnes bornes, si je peux le dire comme ça, parce que nombreux sont passés pour essayer de montrer qu'eux aussi pouvaient apporter leur contribution pour le développement de la province. Alors pour les gouverneurs, ils voudraient sortir un cabinet qui reflète la représentation et l'inclusivité de toutes les couches sociales
de la population du Sud Kivu. C'est pour ça qu'il n'était pas pressé à pouvoir nommer un cabinet immédiatement au risque de créer des tollés et de mécontentement, voire de frustration dans la société. Madame Delacépé, l'agence congolaise de la presse, est revenue sur une préoccupation liée au tournir ou carrément aux doutes qui planent à l'horizon, allant dans le sens de dire que est-ce que c'est réellement les gouverneurs Purusi qui dirigent ou c'est Kinshasa qui dirige au travers sa famille politique qui est la FDC de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Batilou. C'était ça votre question, madame? Merci. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion tant locale, nationale qu'internationale que avant l'investiture du gouvernement provincial, avant même la sortie de l'ordonnance investissant son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Jacques Purusi et son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakamo, il s'était tenu une grande réunion de la notabilité du Sud Kivu ici à Kinshasa. Et dans cette réunion, le président et autorité, les présidents statutaires et autorités morales de l'AFDC, je cite l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Batilou, a été clair en disant que il ne voudrait pas que les dignitaires de Kinshasa puissent interférer dans la gestion de la province du Sud Kivu. Il a été clair et il l'a dit par devant tout le monde. Alors, votre question est-elle une question de curiosité ou comment? Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont entendu les différentes mesures qui ont été prises par l'actuel locataire de Nyamoma, il est allé jusqu'à limoger un haut cadre du parti AFDC à sa famille politique. Si effectivement c'était comme si Kinshasa qui dirigeait la province du Sud Kivu, cela n'aurait pas été fait. Mais le gouverneur a lancé un signal fort pour montrer que tout celui qui ne pourra pas être capable de travailler sous pression et en respect strict de la législation au pays et particulièrement ses instructions, il ne pourra pas retarder de frapper. Vous allez vous souvenir que le gouverneur de province a pris de mesures courageuses allant dans le sens de suspendre les activités minières au Sud Kivu. J'ai été approché par Radio Okapi dans le cadre de dialogue entre Congolais pour essayer de répondre et d'éclairer la lenteur de l'opinion par rapport aux motivations qui ont guidé le gouverneur à prendre ce genre de décisions. Et le gouverneur a été clair à montrer à la population qu'il a le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a encouragé ces mesures, car actuellement, tout le monde a compris que ces mesures ont produit de faits positifs sur la vie de la population du Sud Kivu. Je vais vous dire que le secteur minier au Sud Kivu contribuerait au budget de la province à un pourcentage de 9,4%. Soit un montant qui a au cours de toute une année. Mais cette mesure que son Excellence Monsieur le gouverneur de province avait prise, juste pour sanctionner tout ce qui opère au Sud Kivu dans l'illégalité, a fait entrer à la province, au cours de 3 semaines, un montant estimé à plus de 360 000 $. Après 3 semaines, il y aura que le gouverneur ait pris cette décision. Alors, c'est là qui estime que le gouverneur n'est pas en train de diriger la province et qu'il serait
téléguidés par Kinshasa. Moi, personnellement, je me pose la question de savoir avec quels éléments de preuves réfutables qu'ils peuvent brandir à tous celui qui les approcherait pour prouver qu'effectivement les gouverneurs dépendent de Kinshasa. Oui, certes que le patron de tous les gouverneurs dans les provinces, c'est le ministère national en charge de l'Intérieur. Mais le ministre, le VPN et ministre de l'Intérieur travaillent en étroite collaboration avec tous les gouverneurs. Et les gouverneurs lui rendent compte, surtout lorsqu'il s'agit de questions très sensibles. C'est pour ça que tous les législatifs à ces autorités hiérarchiques ici à Kinshasa d'accompagner la vision et la démarche. Voilà pourquoi, madame, je voudrais chuter pour préciser que le gouverneur de province, Jean-Jacques Torossi, a son pouvoir avec ses deux mains et il est en train de l'exercer dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur au pays. Revenant sur la préoccupation sur la suppression de barrières au Sud Kivu, un de participants a posé le problème d'une fillette qui a été abattue par les Wazalendo dans les secteurs dits Tongwe. Et pourtant, dans ma communication, j'ai montré que lors des itinérances que le gouverneur a organisées, il a donné des instructions fermes de part et d'autre pour la suppression de toutes les barrières à l'intérieur de la province. Quid? Monsieur les journalistes, très chers compatriotes, nous sommes dans un pays, la République démocratique du Congo, avec tous les problèmes auxquels nous faisons face. Ces cas, moi je vais les qualifier de cas isolés. Je vais dire que la population et plus particulièrement nos services de sécurité qui sont à l'intérieur de la province, c'était déjà très mal habitués. Ils estimaient qu'ils étaient désormais les responsables ou les chefs dans ces entités qui sont très reculées de la province. Parce qu'ils n'avaient jamais connu la visite de l'autorité provinciale. Mais maintenant, avec l'avènement d'une nouvelle autorité à la tête de la province, ils étaient surpris de le voir dans les coins et recoins de la province. Et c'est comme ça que, comme vous le savez, quelqu'un qui était déjà très habitué à exiger qu'on mette en place une nouvelle gouvernance. Mais je peux vous garantir que tous ces cas sont en train d'être petit à petit réglés au travers notre ministère provincial et en charge l'intérieur et la sécurité. Et je vous garantis en tout cas que quand je vais rentrer au cours du prochain conseil de ministres, je reviendrai sur ça pour que des mesures sévères puissent être prises. Revenant sur la préoccupation liée à la révocation de la ministre des Finances. Vous avez posé la question sur les mécontentements des partenaires AFDC et UDPS. Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette révocation? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas convaincus de la bonne volonté de l'UDPS? C'était ça votre préoccupation. Je crois avoir tout pris et à la lettre. Je ne vais pas en tout cas aller dans les polémiques en répondant à votre préoccupation. Mais je veux que nous puissions mener un débat très scientifique et intellectuel. Je vais revenir sur la loi 08/012 la loi 08/012 qui porte sur l'organisation,
la composition et le fonctionnement des entités des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que les rapports avec l'État et les provinces. Je vais vous renvoyer à son article 29. Les dispositions pertinentes de l'article 29 de cette loi organique disposent ceci, je vais citer clairement, que les gouverneurs de province nomme le membre de son gouvernement au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que les gouverneurs de province, de la même manière qu'ils nomment les membres de son gouvernement, c'est de la même manière que si il constate des faits que lui qualifie ou estime de lourde ou forte gravité, il a également le pouvoir de les révoquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est la loi. Alors, si nous devons rentrer dans l'application effective de cette loi, les gouverneurs de province étant l'autorité compétente pour nommer les membres de son cabinet, et la même autorité compétente pour les révoquer, il n'a agi que dans les limites de ses compétences. Alors, les discussions autour de qui doit être derrière cette révocation, qui doit avoir à encourager les gouverneurs à prendre cette décision, je ne voudrais pas qu'on en vienne à cette discussion parce que la décision du gouverneur a des raisons d'être et qui sont couvertes par les textes légaux et réglementaires au pays. C'est pourquoi, au regard de faits tels que repris dans l'arrêté, la révocation membre du gouvernement et les réactions telles qu'envoyées par le membre du gouvernement qui a été révoqué, je ne voudrais pas qu'on en vienne à la discussion ici parce que pour moi, le gouverneur n'a agi que dans les limites de ses compétences. Et il lui appartient, lui qui a la vision globale de son programme, de l'appliquer avec les personnes qu'il estime pouvoir l'accompagner dans l'exécution stricte de ses instructions. Alors, si il a été persuadé que le membre du gouvernement qui a été révoqué n'avait plus sa confiance, la loi lui autorise de retirer la confiance à n'importe quel membre de son gouvernement. Voilà pourquoi je ne voudrais pas en tout cas qu'on en fasse un débat. Les 6 premières questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai tenté et essayé d'apporter des petites réponses afin que votre lanterne et votre religion puissent en être éclairées. Je vous remercie. Qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, sur une des chaînes ici à Kinshasa, où M. Ali Choukuru fait montrer que le gouverneur, depuis son accession au pouvoir, il loge dans une maison de notables du site Kivu, au lieu place de la résidence officielle où le gouverneur devait être. Certains estimeraient que cela coûte beaucoup à la province du site Kivu. Qu'en dites-vous par rapport à cette préoccupation? Mais également, la deuxième question, c'est par rapport aux réalisations du gouverneur Jean-Jacques Boursi avec son gouvernement. On sent qu'il est en train de battre des records que d'autres gouverneurs n'ont pas essayé de faire, notamment sur la route Bukavu-Kamanyola, comme vous l'avez évoqué dans votre communication. Quels seraient les secrets? Avec son excellence, je voulais poser la question par rapport à la dernière fois l'Assemblée provinciale du site Kivu a institué une commission Nepombi José, une commission sur la gestion des provinces entre 2017 et 2024. Dans votre allocution, vous avez insisté sur à mettre la main sur tous les détourneurs et tous les exploitants illicites des minéraux dans votre province. Est-ce qu'on peut déjà avoir les retombées de cette enquête-là? Merci.
vous êtes décidé de me bombarder aujourd'hui. Hein. Monsieur de Radio Okapi a posé la question sur la problématique de la recrudescence de cas d'incendie et de la problématique de l'urbanisation de la ville de Bukavu. Quelle politique a pris le gouvernement provincial pour endiguer cette situation? Ça, c'est votre occupation, monsieur. Merci. Je voudrais dire que nous avons mené une enquête pour essayer de comprendre l'origine des cas d'incendie devenus récurrents au sud Kivu et particulièrement dans la ville de Bukavu depuis les 2 derniers mois de prise de pouvoir par son excellence monsieur le gouverneur de province. Et au terme de cette enquête, nous nous sommes rendus compte que c'est en tout cas des incendies criminels pour certains cas et en tout cas la plupart des cas ce sont des incendies criminels. Et dans notre cas, c'est en tout cas la conséquence logique de la mauvaise urbanisation de la ville de Bukavu. Pour le premier cas, je parlais d'incendies criminels. C'est justement parce qu'il y a des personnes qui financent le petit enfant non encadré qui est l'on appelle Maïbou au sud Kivu et particulièrement dans la ville de Bukavu pour récolter les petits rejets de... Qu'est-ce que je voulais dire? Les rejets de mitraille, de tôles et d'autres objets qui contiennent du fer. Alors, ces enfants sont financés par les opérateurs économiques qui sont impliqués sur la voie de l'Ouganda et du Rwanda dans le cadre de collecter les rejets de mitraille à Bukavu pour aller transformer en de produits d'autres nécessités. Cela a entraîné et a été à la base de la recrudescence de ces cas d'incendie. Et pour pallier à cette préoccupation, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a interdit formellement la vente de ces mitrailles dans la ville de Bukavu. Et c'est comme ça que vous allez constater que les cas où la situation a totalement et sensiblement diminué depuis que le gouverneur a interdit la vente de mitrailles dans la ville de Bukavu. Ça, c'est un aspect de la réponse à votre préoccupation. En second lieu, le gouverneur de province a rencontré une province mise à genoux parce que ce sont même les dirigeants de l'époque qui ont occasionné ces morcellements de 5 mètres sur 5, 5 mètres sur 10 en plein centre-ville de Bukavu. Et lorsque vous constatez, vous allez voir que les maisons qui sont érigées là-bas, ce sont des maisons en bois, en planches. De sorte que lorsqu'il y a juste un problème, par exemple, pour des enfants qui vendent du carburant, vous voyez les revendeurs de carburant à l'essence. Les soirs, ils rentrent avec le carburant, par exemple, dans leur maison pour recontinuer les services demain matin. Si c'est par exemple une seule maison qui a été touchée, parce que les maisons sont très encombrées, vous allez constater que cette seule maison sera à la base de l'incendie de plus de 400 à 500 ménages sur la même contrée. Alors qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui pensent que suite à la mauvaise gouvernance du nouveau patron de Nyamoma, ils ont totalement tort. C'est pour ça que, si vous avez entendu dans ma communication, je suis revenu sur un arrêté provincial portant interdiction de morcellement dans la ville de Bukavu que le gouverneur de province a pris et qui est en pleine application actuellement. Par contre, le gouverneur de province est allé à la rescousse de toutes ces personnes que nous appelons actuellement les sinistrés de ces incendies pour essayer de voir quelle est la politique qu'on peut mettre en place pour leur permettre de vivre dans un environnement sain qui puisse leur garantir aussi. C'est dans ces conditions que
Il est revenu le dimanche au cours de l'activité qu'il a organisée au niveau du stade de la Concorde. Il est revenu sur la possibilité d'approcher les privés qui ont de moyens pour voir comment sur ces espaces qui ont fait l'objet d'incendies et qui sont encore disponibles et qui n'ont pas encore connu de nouvelles constructions, qu'il a amorcé des réflexions avec le privé au Sud Kivu pour voir dans quelle mesure il pourrait construire de manière moderne sur ces espaces. Mais avec la condition que, après avoir identifié toutes les personnes qui sont concernées par l'incendie, les privés construisent des véritables bâtisses là-bas. Et dans ces bâtisses, ils accordent à chacune des victimes, à chacun des sinistrés, un appartement où il peut très bien vivre. Et que lui maintenant, c'est lui qui a investi ce moyen, il exploite un peu, comment on appelle ça en droit civil de bien. Donc c'est lui qui aura investi ce moyen, il construit pour toutes ces personnes au premier niveau. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? L'autre partie, il monte d'autres immeubles qu'il pourra désormais exploiter. Certains sinistrés qui sont en train d'être convaincus et persuadés qu'ils pourraient adhérer à cette démarche de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Parce que si cela est rendu possible et concret, ça peut considérablement réduire ces cas d'incendie. Mais aussi, le gouverneur de province est en train de réfléchir sur la possibilité d'agrandir la ville de Bukavu, parce que là, des nouvelles agglomérations. Et c'est comme ça que les lotissements sont par-ci, par-là, à Nyantende, un peu à Kachoucha, en allant vers l'aéroport de Kafoum. Je crois que progressivement, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a lieu que si toutes les conditions sont réunies pour vivre dans un autre environnement, par exemple des infrastructures de base, notamment des écoles pour les enfants, des hôpitaux pour les soins des enfants et des parents, ainsi que des centres d'apprentissage dans ces endroits, je crois que les gens peuvent être désintéressés à pouvoir continuer à vivre dans l'exilité au niveau de Bukavu. Voilà un peu les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter par rapport à votre préoccupation. Revenant sur la deuxième préoccupation, il y a quelqu'un qui a posé la question sur... C'est toujours vous, hein? Est-ce que les gouvernements provinciaux pensent que les négociations avec le privé sur le problème de Chabunda serait la solution plutôt que d'ouvrir la route? Parce que même si on négociait avec eux, leurs appareils sont les leurs et non ceux du gouvernement. Vous avez totalement raison. Mais si vous avez été attentif dans ma communication, je suis revenu sur le fait que, en suspendant les activités minières des sociétés et entreprises qui opèrent aussi Kivu, la plupart à capitaux chinois, le gouverneur de province a arrêté un certain nombre de conditions que ces entreprises doivent respecter pour que finalement ils puissent autoriser à fonctionner. C'est notamment l'ouverture des routes à l'intérieur de la province. Et j'y suis d'ailleurs revenu en disant qu'actuellement à Fizi, à Mwenga et à Chabunda, vous pouvez actuellement trouver sur la route des machines de ces sociétés en train d'ouvrir les différentes routes à l'intérieur de la province. Et la province en elle-même a déjà commencé à financer la réhabilitation de plusieurs ponts jadis impraticables et qui ont été détruits par les tonnages des engins
de ces différentes sociétés. C'est-à-dire que l'aspect de l'ouverture de route est en tout cas au centre de l'action du gouverneur de province et lui-même est en train de faire les terrains chaque jour. D'ailleurs, notre ministre sectoriel des ITPR, il n'est pas même visible au Sud Kivu, à Bukavu, parce que de temps à autre, il est sur terrain dans le cadre de l'itinérance et du suivi. Voilà pourquoi cet aspect, nous ne l'avons pas écarté. Nous avons pensé que ce serait important que tout en commençant à ouvrir ces routes, que nous continuions quand même à caresser les investisseurs du côté du poil pour voir si peut-être ils pouvaient aider nos populations qui opèrent sur cette voie de réduire les taux et le prix du billet d'avion. Voilà un peu. Une autre question était du genre, pensez-vous qu'en nommant des cabinets respectant la représentation, vous aurez permis à la province de décoller? C'était votre occupation. Je vais répondre en des termes très très brefs, concis et clairs. Dans ma communication, je suis revenu sur le fait pour son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de mettre en place un cabinet représentatif. Un cabinet représentatif, mais qui tient compte des critères de la méritocratie, qui tient compte de la compétitivité. C'est pourquoi d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a demandé à chaque ministre, avant de sortir ou de publier les membres de son cabinet, d'envoyer pour chaque poste 4 personnes. Et ces 4 personnes, il faut les accompagner avec leur background, leur profil, leur CV. Ce qui permet à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'étudier au cas par cas les dossiers lui soumis pour se rassurer que les collaborateurs qui va mettre à la disposition de chaque ministre lui seront disposés à apporter réellement du résultat tel que lui-même le fait au niveau de son cabinet. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça, parce que le gouverneur travaille sur ces aspects et il va sûrement choisir des personnes qui sont compétentes au regard des backgrounds qu'ils auront à présenter. Revenant sur la vidéo devenue virale sur la toile, qui dit que le gouverneur de province loge dans une maison d'un privé, d'un notable aussi qui vous, ce qui entraîne la perte ou l'autorisation de plusieurs dépenses en faveur d'un privé, et pourtant la province a une résidence officielle du gouverneur. C'était ça votre préoccupation? Je voudrais fixer l'opinion par rapport à cet aspect. Certes que oui, j'ai suivi, comme vous, cette vidéo, devenue virale en tout cas, où M. Alain a en tout cas proféré, je vais le dire, des actes que moi je peux qualifier d'actes d'atteinte à la personnalité de certains notables au Sud Kivu. Je voudrais revenir ici sur la loi portant sur les codes du numérique. La loi portant sur les codes de la liberté de la presse et plus particulièrement leur mécanisme de répression. C'est anormal que un monsieur se réveille le matin pour aller sur la toile, il est invité par XY présentateur d'une émission, justement pour proférer des injures à des personnalités de part et d'autre. Ça, nous n'allons pas accepter. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler au Sud Kivu sur comment les journalistes, les communicateurs de partis et regroupements politiques, ainsi que les acteurs sociaux, qu'ils puissent respecter l'éthique et la déontologie du journalisme. Par rapport à cette préoccupation, je voudrais préciser l'opinion ici que oui, depuis 2006, tous les gouverneurs qui se sont succédés jusqu'à Théo Wabidje récemment
Ils vivent dans cette maison qu'on appelle la résidence officielle du gouverneur de province au Sud Kivu. Mais aucun de ces dirigeants n'a pensé à réhabiliter cet important bien du domaine privé de l'État. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, comme pour ceux qui ne savent pas, le professeur Jean-Jacques Poroussi, c'est quelqu'un qui est arrivé au niveau top dans les organismes du système des Nations Unies. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu recommencer la vie au Sud Kivu. Ça, il faut mettre de côté. Récemment, il était devant les journalistes au Sud Kivu. Quelqu'un lui a posé la question, si ce n'est pas un secret de polichinelle, combien vous touchez de moi? Le gouverneur a été élégant de répondre par rapport à ce qui est prévu dans la prévision budgétaire de la province. 10 millions de francs congolais. Mais il a dit, là où il venait de rompre son contrat pour venir servir les Sud Kivu, il était payé pour un contrat à hauteur de 34 000 $ le mois. Mais pour avoir tenté en 2016, en 2018, et il n'a pas eu à réussir à être élu, et c'est seulement maintenant en 2024 qu'il est élu, il estime pouvoir apporter sa contribution à l'essor de la province. Je vais vous assurer et vous confirmer que la maison que son Excellence Monsieur le gouverneur occupe actuellement, c'est une maison lui rendue disponible par un notable du Sud Kivu qui est soucieux de son développement. Je vais parler du professeur Modeste Batelouébo qui a estimé que plutôt que le gouverneur d'aller vivre ou d'aller loger dans un hôtel quelconque qui pourra peser sur les caisses de la province, qu'il parte d'abord vivre dans sa résidence, le temps que la résidence officielle du gouverneur finisse à être réhabilitée. Mais je vais vous informer que personne ne vous présentera, ne fût-ce qu'un seul document montrant exactement là où le gouverneur vit, il paye journalièrement. Il ne paye pas. C'est la bonne volonté des notables du Sud Kivu qui veut que le Sud Kivu décolle, qui a permis ou qui a fait en sorte que, en attendant le finissage des travaux de réhabilitation de la résidence officielle, qu'ils puissent d'abord rester là-bas plutôt que de consommer ou carrément de dépenser les fonds ou carrément les recettes de la province du Sud Kivu qui pourraient servir à d'autres projets prioritaires à caractère communautaire. Donc, je vous précise donc cette question, en tout cas ce sont des affirmations gratuites de la part de celui que vous appelez Alain, et dont nous ignorons l'existence au regard de son faible poids dans les systèmes politiques au niveau du Sud Kivu. Vous posez la question sur les records que son Excellence Monsieur le gouverneur de province a réalisé par rapport au suivi des travaux. Vous mettez tout le moyen en jeu pour que votre contrat soit exécuté, soit vous n'êtes pas disposé pour que le gouverneur puisse initier des démarches au niveau national pour que le résilie les contrats avec vous et qu'on mette en place quelqu'un qui va travailler pour l'intérêt de la province. C'est comme ça que quand ces sociétés ont entendu qu'il y a un nouveau gouverneur qui ne veut pas de la blague et qui travaillait une fois le mois, ils ont désormais commencé à travailler jour et nuit. Ils mettaient des équipes pour la journée. Arrivé à 18h, ils le permettent, ils mettent d'autres équipes qui doivent travailler à partir de 18h jusqu'au petit matin. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, sur 7 ans ou en 7 ans, cette société, par exemple, est parvenue à réaliser 7 km, soit 1 km par an. Vous pouvez vous imaginer cette légèreté. Mais avec l'avènement du nouveau gouverneur de province, lui a dit, soit vous travaillez pour l'État congolais, soit vous rentrez. On va chercher quelqu'un d'autre qui va travailler et qui va mettre du sérieux. Et c'est comme ça que
seulement en 2 mois, cette même société a été capable de réaliser 17 km. Et les tronçons qui vont de Bukavu à Kamanyola pour la première partie, actuellement, ils sont à quelques mètres de Nyangezi. Ceux qui étaient à l'université évangélique d'Afrique à l'UEA, au niveau de l'hôpital de Panzi, pour ceux qui connaissent Bukavu. Mais aujourd'hui, ils sont à quelques mètres de Nyangezi, justement parce que le gouverneur a posé des principes et a exigé que les bateaux, il a commencé à fouetter ces gens. Non. Il a juste été clair autour d'une réunion en leur disant soit vous êtes venus pour travailler en faveur de la province, soit vous n'êtes pas disposé, on cherche quelqu'un d'autre. Voilà un peu. Commission d'enquête sur la gestion de la province, quelles sont les retombées? Quelqu'un a posé une question par rapport à ça? Oui. À titre de formation, moi qui vous parle, je suis d'abord député provincial élu pour ces mandats de 2024-2028. Et je faisais partie de la commission d'enquête sur la gestion de la province du site Kivu entre 2019 et 2024. Et c'est de là que je suis sorti pour que j'intègre l'équipe gouvernementale. Vous parlez des retombées. Je voudrais, dans un premier temps, vous informer que toutes les décisions que le gouverneur de province a prises par rapport à la suspension des uns et des autres dans le cadre de la chaîne de dépenses, dans le cadre de la mobilisation de recettes, dans le cadre de la suspension des activités minières et puis la suppression des contrats de partenariat public-privé avec les tierces personnes, la plupart de ces décisions sont la suite logique des recommandations faites par cette commission. Parce que pour la première fois, nous avons un gouverneur de province qui met en place la collaboration au centre de son action avec l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale. Ceci pour voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble conserver et favoriser la stabilité des institutions. Et donc, ne vous inquiétez pas, les 30 de ce mois, la session de septembre va reprendre dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, et aussi que vous, cette question est la première sur la table pour vous donner le premier résultat et le premier retombée tel que vous l'avez dit. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec nos amis de l'Assemblée provinciale, les honorables députés que j'ai salués en passant parce que maintenant là ils sont scotchés en train de me suivre parce que nous sommes au départ des collègues à l'Assemblée avant que je vienne à l'exécutif au niveau du gouvernement provincial du Sud Kivu. Voilà un peu les quelques questions qui m'ont été posées par vous, les journalistes ici à Kinshasa. Je crois avoir apporté les réponses ou les éléments de réponse à toutes vos préoccupations. Et je dois devoir vous remercier pour cette occasion que nous avions passée ensemble. Je crois que cet exercice ne sera pas le dernier, il est le premier, mais je ferai les mains de moi-même toutes les fois que je suis des passages aussi et je suis des passages ici à Kinshasa, de pouvoir toujours revenir vers vous pour que nous puissions parler de la gouvernance aussi qui est par ailleurs une gouvernance transparente. Je vous remercie.